Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News en ce samedi soir. Merci de nous recevoir. Voici les titres que nous allons aborder ce soir. Un immeuble de 3 étages s'est effondré dans le centre-ville de Toulouse, dans la Haute-Garonne, dans la nuit de vendredi à samedi. L'accident n'a fait aucune victime car le bâtiment avait déjà été évacué. La taxe foncière va encore s'alourdir pour les propriétaires. Au minimum, elle doit augmenter de 3,9% en 2024 selon l'INSEE. Dans les Landes, à Biscarrosse, les plages ont été grignotées par l'érosion. L'accès a même été interdit pour des raisons de sécurité. C'était il y a 10 ans la disparition du vol MH370 volant Kuala Lumpur à Pékin en Chine. Seuls quelques débris ont été retrouvés. Le mystère demeure toujours entier. Connaîtra-t-on un jour la vérité sur ce crash? 10 ans plus tard, un nouveau site de recherche est ciblé par une équipe d'experts. Amas de décombres en plein centre-ville de Toulouse en Haute-Garonne. Un immeuble de 3 étages s'est effondré en pleine nuit hier. Les 9 appartements ainsi que les 2 commerces avaient notamment déjà été évacués depuis mardi dernier face aux nombreuses fissures. Près de 30 personnes ont dû être évacuées de toute urgence dans les immeubles voisins. On fait le point sur la situation ce soir. En plein centre de Toulouse. Un nuage de poussière envahit cette ruelle. Au cœur de la nuit, un immeuble de 3 étages vient de s'écrouler. Vu du ciel, l'édifice ne laisse qu'un tas de gravats, un vide dans ce quartier historique de la ville. On s'est mis à la fenêtre et en fait on a vu les gens, les pompiers arriver, la totale. Heureusement qu'il n'y avait personne. L'immeuble avait été évacué mardi, il y a seulement quelques jours. Au sol, les débris de l'immeuble et les affaires des résidents se déversent dans une ruelle adjacente. Par précaution, 26 habitants des bâtiments voisins sont évacués en pleine nuit par les pompiers. Ce matin, dans ce quartier central, les habitants sont sidérés. J'ai pas dormi, j'ai entendu le bruit, j'ai pleuré, j'ai paniqué. C'est impactant pour tout le monde, pour nous, pour les gens qui vivent dans la rue surtout, pour les habitants de Toulouse. C'est triste de voir un immeuble tomber. L'immeuble était situé dans une artère commerçante, dans le centre de Toulouse, entre la place du Capitole et la place des Carmes. Dans les décombres, une 50aine de pompiers et des brigades cynophiles recherchent ce matin d'éventuelles victimes. Il y a 4 jours, un mur intérieur s'était déjà effondré. Les pompiers avaient ordonné l'évacuation du bâtiment. Depuis plusieurs mois, les locataires et les propriétaires alertaient le syndic de l'immeuble. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu des signalements depuis quelques mois de locataires ou de propriétaires habitants qui ont alerté le syndic gérant cette copropriété. Ce midi, le quartier est toujours bouclé et les commerces fermés. Les voisins évacués ont été pris en charge dans une salle de la mairie. Mauvaise nouvelle pour les 34 millions de propriétaires français. En effet, en 2024, les taxes foncières devraient augmenter de 3,9% au total, parfois même davantage puisque les communes peuvent ajuster leur tour. Dans le Rhône, à Villeurbanne, la taxe foncière va augmenter de, tenez-vous bien, 10%, une explosion de la taxe foncière qui ne passe pas pour certains propriétaires. Je cite, j'ai l'impression que je travaille pour payer que les factures, regrette une habitante que nous avons rencontrée, mais d'autres assurent que pourtant ils accusent la hausse, comme nous l'explique Romain Asensio. Mauvaise nouvelle pour les 34 millions de propriétaires français. En 2024, leur taxe foncière devrait augmenter d'au moins 3,9% et parfois même davantage. Les communes peuvent ajuster leur taux, à Villeurbanne, plus 10%. Soit au moins une quarantaine d'euros en plus par an. Une explosion de la taxe qui ne passe pas pour certains propriétaires. Avec l'inflation et tout, quand ça se cumule comme ça va faire quoi, ça va compter. J'ai l'impression que je travaille pour payer que des factures, les charges, la taxe foncière, voilà.
Mais d'autres se montrent plus compréhensifs. Ça peut être acceptable dès l'instant où derrière, bon voilà, on a le tramway qui arrive, on a des tas de transports en commun, de services publics, voilà, des piscines, tout ça se paye, tout ça a un prix. Moi personnellement, 40 ou 50 euros, je dois pouvoir les supporter. Villeurbanne, mais aussi le Grand Nancy, Molsheim, Sceaux ou encore Meaux ont annoncé des augmentations de leurs taxes foncières en 2024. L'an dernier déjà, la taxe foncière avait connu une hausse historique d'au moins 7,1%. Prévisible selon le représentant des propriétaires immobiliers. Quand on a supprimé la taxe d'habitation, beaucoup de gens se sont réjouis, sauf à l'UNPI. Parce que je se doutais bien qu'à un moment donné, on devait ou bien augmenter notre taxe ou bien en créer une nouvelle. Ce qui est éminemment injuste, c'est que cette taxe foncière ne concerne que les propriétaires. Les augmentations de taxes foncières de chaque ville seront connues au plus tard, le 15 avril prochain. Le ballet des camions-bennes a débuté ce samedi sur la plage de Biscarrosse dans les Landes. Il profite de la marée basse pour réensabler la plage pour renforcer la dune. La tempête hivernale et les fortes marées ont grignoté un peu plus le trait des côtes qui a reculé d'une dizaine de mètres quand même. La plage s'est affaissée de 5 mètres. Le réensablement est une nécessité pour la commune depuis 2018. Rémi Moquillon. Depuis 6h30 ce matin sur la plage de Biscarrosse, c'est un va-et-vient continu de camions-bennes. Vous faites combien de trajets dans la journée? Entre 40 et une quarantaine de tours. Leur objectif, profiter de la marée basse pour réensabler la plage et renforcer la dune. Les tempêtes hivernales et les fortes marées ont grignoté le trait de côte, le faisant reculer d'une dizaine de mètres. La plage, elle, s'est affaissée de 5 mètres. Le réensablement, une nécessité pour la commune depuis 2018. Cette année, le sable est récupéré 100 mètres plus haut sur la plage, une opération répétée pour la 5e fois. Ce sable qu'on ramène, il a un rôle bien précis. Il va faire tampon. C'est un peu comme un airbag. Donc on n'impacte pas la zone où il a été pris et on protège temporairement la zone où on le met. En 2021, 130 000 m3 avaient été déplacés. 2024 devrait être une année record. En attendant, la plage, elle, reste fermée au public. La dune s'est transformée en falaise. Alors pour ces riverains, ces opérations sont devenues essentielles. Heureusement d'ailleurs qu'ils font ça. Hein. Sinon c'est vrai que la plage ça s'arrange oui, de plus en plus. Oui. En même pas 10 ans de temps là, on a vraiment vu la différence. On a perdu en profondeur et en longueur, quoi. Donc ça bouffe tout, quoi. Donc malheureusement c'est partout pareil, je crois. Une situation extraordinaire à Biscarrosse, surveillée de près par les autorités scientifiques. Car c'est tout le littoral aquitain qui est amené à être concerné par l'érosion. Les opérations de réensablement aujourd'hui, elles se justifient parce qu'effectivement, comme le niveau de la plage est tellement descendu, il y a un risque de stabilité au niveau de la dune qui pourrait s'affaisser. Et une dune, pour se reconstruire, elle ne va pas mettre une saison, elle va mettre plusieurs années, voire plusieurs décennies. Ce balai de camions doit se poursuivre jusqu'à jeudi. 2 à 3 autres opérations de rechargement en sable sont également prévues d'ici le mois de juin. On en parlait ensemble hier soir. Les passagers de la Malaysia Airlines 370 sont disparus avec leur vol le 8 mars 2014. L'avion qui a disparu avec à son bord 237 personnes. Depuis, ni boîte noire, ni épave, ni corps n'ont été retrouvés sur place. Le mystère reste entier et intenable pour les proches et les familles. Nous ne savons toujours pas ce qui est réellement arrivé à l'avion, regrette une proche d'une disparue du vol MH370. Ce jour-là, le Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur en Malaisie pour rejoindre Pékin en Chine. Mais voilà, 39 minutes plus tard, les systèmes de communication sont désactivés manuellement et immédiatement. L'appareil fait alors demi-tour puis s'abîme dans l'océan Indien, comme nous l'explique Julie Poissonnier. Ce sont les dernières images des passagers du vol Malaysia Airlines 370. Il y a 10 ans, jour pour jour, l'avion disparaît, avec à son bord 239 personnes.
Depuis, ni boîte noire, ni épave, ni corps n'ont été retrouvés. Le mystère reste entier, intenable pour cette Malaisienne qui a perdu sa mère dans la disparition de l'avion. Les questions que nous avons posées il y a 10 ans n'ont toujours pas trouvé de réponse aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à l'avion, pourquoi il a fait demi-tour et où il se trouve. Le 8 mars 2014, le Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur, direction Pékin. 39 minutes plus tard, les systèmes de communication sont désactivés manuellement. L'appareil fait demi-tour, puis s'abîme en mer, dans l'océan Indien. Que s'est-il passé ? Le pilote se serait-il suicidé ? L'itinéraire de l'avion après son virage semble parfaitement pensé pour échapper à toute surveillance, selon cet ancien commandant de bord. Tout a été fait pour ne pas laisser de traces. Il est passé sur les frontières sans pouvoir se faire repérer par les pays adjacents et il est parti hors de portée des radars vers le sud. Et donc il a laissé 0 nappe de fuel puisqu'il n'y avait plus de carburant, il est allé au bout de son carburant. Donc le crime parfait. Autre hypothèse, une panne ou un incendie non maîtrisé. Mais alors comment expliquer l'absence de signaux de détresse ? Pour établir la vérité, des moyens inédits sont mobilisés. À l'époque, la zone de recherche est immense, 1 200 000 km², sans résultat. Mais plus tard, plusieurs débris appartenant à l'avion sont retrouvés, dont ce morceau d'aile sur les côtes de la Réunion et d'autres au Mozambique. Ces quelques éléments ne suffisent pas à convaincre certains proches de victimes. Parmi eux, Guylain Watrelot, ce Français a perdu sa femme et 2 de ses enfants dans l'avion. Lui est convaincu que le Boeing a disparu en mer de Chine. Une potentielle reprise des recherches par le gouvernement malaisien le laisse sceptique. Donc on reprend les recherches très bien. Le seul problème, c'est qu'on va les chercher dans le même endroit que la dernière fois. Et je ne crois pas une seconde que l'avion est tombé dans cet endroit-là. Donc je pense qu'on ne trouvera rien. Ce matin, à Pékin, ses proches de disparus ont manifesté pour que l'enquête reprenne. Tous espèrent un jour connaître la vérité. Félix Benguy a été recherché pour notamment association de malfaiteurs, meurtre ou encore évasion. C'est l'un des plus grands narcotrafiquants français. Âgé seulement de 33 ans, il est né à Alès dans le Gard et était en cavale depuis juillet 2023, il y a peu de temps. Il était surnommé le Chat. Cet homme dirigeait un réseau de trafiquants de drogue installé depuis des années dans la cité Paternelle à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Henri Puffenet nous détaille la situation. Voici la seule photo connue de l'un des plus grands narcotrafiquants français, recherché notamment pour association de malfaiteurs, meurtre et évasion. Félix Benguy, un homme de 33 ans, né à Alès, en cavale depuis juillet dernier, surnommé le Chat. Il dirigeait un réseau de trafiquants de drogue, installé pendant des années dans la cité Paternelle à Marseille. Son nom, Yoda, l'un des gangs les plus puissants de la cité phocéenne, dont il avait pris la tête de manière fulgurante. Félix Benguy est un homme connu de nos services depuis très longtemps. Il a commencé par des cambriolages, et puis tout doucement, il a glissé sur des trafics de stupéfiants et sur des règlements de compte très intelligents. On l'appelait le Chat, il savait rebondir, il savait éviter tous les pièges qui lui étaient tendus. Sous sa coupe, les trafiquants innovent. Ils affichent leur prix dans la rue et recrutent leurs troupes via les messageries et réseaux sociaux. Un réseau aussi connu pour sa rivalité sanglante avec le chef de la DZ Mafia, une guerre des gangs qui a fait plus de 40 morts l'an dernier à Marseille. Affaibli, traqué par la police, Félix Benguy avait pris la fuite. Il évoluait entre Dubaï, l'Espagne ou le Maroc, à Casablanca, où il poursuivait la guerre à distance avec son rival. Ils commanditait des meurtres, l'un depuis l'Algérie, l'autre depuis le Maroc, sans être sur le terrain du tout, mais ils avaient visiblement suffisamment, on va dire, d'impact sur leurs troupes et leurs hommes, et suffisamment de moyens financiers devant eux pour mener une guerre très très longue en fait. La France doit demander son extradition. Reste à savoir l'impact qu'aura cette arrestation sur le trafic de drogue et la guerre des gangs à Marseille. Des voitures piégées, bloquées sur le bas-côté, malgré la tempête de neige qui s'abat sur la Haute-Loire.
Dans le 43, surprend de très nombreux automobilistes. Je n'avais pas de pneus d'ège, je n'arrivais plus à freiner et je me suis retrouvé dans le fossé immédiatement, annonce un usager qui repartira donc tout doucement, de façon prudente. Un peu plus tard, dans la vallée de la Haute-Loire, le blizzard est apparu soudainement. De violentes bourrasques ont renversé les arbres sur la route. La tempête, Monica de son nom, va probablement toucher une dizaine de départements cette nuit, dans la nuit du 9 au 10 mars. Explication, Émilie Bonas. Des voitures piégées, bloquées sur le bas-côté. Malgré le travail des déneigeuses, la tempête qui balaye la Haute-Loire depuis cet après-midi surprend de nombreux automobilistes. Comme ce Breton. D'un coup, la neige est tombée, je me suis pas rendu compte de l'état de la route. Et là, j'arrivais plus à freiner, ça patinait, j'ai pas de pneus neige. Et je me suis retrouvé dans le fossé. Il repartira prudemment. Un peu plus bas dans la vallée, le blizzard devient rideau de pluie. De violentes bourrasques de vent renversent les arbres sur la route. Impossible de passer pour ce riverain. Il décide de libérer la voie par ses propres moyens. Voilà, je partais sur la route, j'avais une contre neige, donc je limitais au moins pour dégager une route, quoi. À cause de la tempête Monica, 9 autres départements sont en vigilance orange, dont le Gard. À Beaucaire, ces forains craignent que le Rhône ne déborde dans la nuit. En à peine quelques heures, ils doivent fermer tout leur parc d'attractions. On est en démontage un peu d'urgence, vu les intempéries. Ils nous annoncent une crue, donc il faut évacuer le site assez rapidement. Côté ouest, la façade atlantique se prépare à un épisode exceptionnel, les grandes marées d'équinoxe. Le niveau de la mer pourrait monter jusqu'à 6 mètres par endroit. Près de La Rochelle, des bâtards d'eau viennent d'être installés, par précaution. On protège toutes les issues de Châtelaillon de façon à ce que la mer ne rentre pas dans la ville. Donc voilà, on le voit derrière nous là. Une grande marée qui ralentit la décrue dans les rues de Saintes. Les pieds dans l'eau depuis une semaine et pour la 3e fois cet hiver, ces riverains préfèrent quitter leur maison, devenue inhabitable. Il n'y a pas d'évacuation, il n'y a pas de chauffage. À un moment, on va passer un bon petit week-end au chaud. Voilà, en famille, pour se changer les idées. La tempête devrait s'intensifier sur la moitié du pays entre ce soir et demain. Le village de Chablis dans l'Yonne se découvre en hauteur, notamment dès que le soleil le permet. Clotilde Daven, viticultrice, propose aux visiteurs de grimper afin de découvrir un paysage particulier. Toute l'originalité de Chablis, c'est le sol, le calcaire ou encore le climat, le chardonnay, explique-t-elle. Entre les ruelles et les maisons de pierre, 2000 habitants vivent au rythme du vin. Le vignoble est concentré dans quelques vallons qui bordent le village. Direction et embarcation le Chablis grâce à Antoine Porte. Discret, presque caché, au pied des vignes qui l'ont rendu célèbre. Le village de Chablis se découvre pourtant en hauteur. On arrive sur le point de vue des clos. Dès que le soleil le permet, cette viticultrice propose aux visiteurs de grimper pour découvrir ce paysage si particulier. Toute l'originalité de Chablis, c'est le sol, le calcaire, le climat et le cépage chardonnay. Donc en fait, la combinaison des trois fait que Chablis est unique. Entre les ruelles et les maisons de pierre, 2000 habitants vivent ici au rythme du vin, dans un vignoble restreint, concentré dans quelques vallons qui bordent le village. Le vignoble chablisien, c'est sur 20 communes. C'est un rayon de 10 km autour de la ville de Chablis. Une typicité que ce vigneron partage avec les touristes en leur proposant une balade dans ses parcelles. Vous voyez, nous sommes dans cette parcelle de Petit Chablis. C'est une vigne qui a été plantée en 1985. Et pour ces 3 amis venus d'Auxerre, cette dégustation à même la vigne est une première. Moi qui ne connais pas grand-chose, franchement, c'est vrai que bon, je regoute. On ne se rend pas compte du travail qu'il y a, de comment c'était fait. On apprécie encore plus, quoi. Ces dernières années, il multiplie les visites face à un nombre de curieux toujours plus important. Les nouveaux consommateurs souhaitent en fait comprendre le métier de viticulteur, souhaitent vivre une expérience en réalité, comprendre ce qu'il y a derrière un pied de vigne, ce qu'il y a derrière la notion de terroir. Et désormais, peu importe la saison,
Les dégustations s'enchaînent. Cette coopérative a fait un pari, être ouverte aux touristes 7 jours sur 7, toute l'année. De plus en plus de personnes qui viennent et qui viennent aussi découvrir maintenant hors saison. Là en ce moment, les vacances de février, on a du monde, en particulier les week-ends, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine d'années de cela. Un tourisme qui redonne vie à des histoires oubliées. Au cœur du village, un hôtel historique, laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Mais derrière cette porte, Frédéric Guéguin et sa femme vont investir 3 millions d'euros pour le faire renaître. On espère que dans 50 ans, 100 ans, cette maison sera encore là et qu'on aura apporté notre petite pierre à l'édifice de Chablis qui est un vignoble séculaire. Des vignobles séculaires de plus en plus visités. Chaque année, le vin attire près de 10 millions de touristes en France. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus. Nous nous retrouvons demain pour les nouvelles éditions à la mi-journée et le soir. Je vous souhaite de passer une très belle soirée avec nous. À demain.